Allez Coralie, vous avez 10 minutes, 5 questions pour notre invité Philippe Berta. Monsieur Berta, qui est le seul député rescapé de la majorité du Gard, mais qui est d'abord un scientifique. Et on démarre avec cette nouvelle épidémie de maladies respiratoires en Chine. Elle toucherait alors, a priori pour l'instant, principalement les enfants. Est-ce un sujet auquel vous êtes attentif et est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète ? Alors c'est un sujet auquel je suis attentif, j'espère comme chacun d'entre nous, puisque c'est pas une alerte qui a été donnée, c'est une question qui a été posée par l'OMS de mémoire la semaine dernière aux autorités chinoises, qui, après les réponses venant des autorités chinoises, vous savez ce qu'il faut en penser, la Covid a été exemplaire pour cela. A priori, dans ce qu'on entend, dans ce que je lis, il n'y a pas de causalité liée à une nouvelle forme de coronavirus ou autre. Ce serait expliqué par des enfants qui ont vécu en Chine des confinements d'une autre dimension des nôtres, avec un port du masque sur beaucoup d'années. D'accord. Et donc, dans ces conditions-là, ça c'est l'immunologiste que je ne suis pas qui va répondre, dans ces conditions-là, vous avez peu d'immunité, vous n'essayez de fabriquer peu de microbiote, peu d'anticorps, et donc vous êtes beaucoup plus sujet. Et cette augmentation de cas de pneumologie au sens large est quelque chose qu'on observe aussi en France. D'accord. Un autre sujet, on retourne en France, c'est la loi immigration, on a parlé tout à l'heure, qui commence à être examinée en commission des lois à l'Assemblée nationale ce lundi. Elle a été durcie puis votée, on se rappelle, le 14 novembre au Sénat. Que vont faire les députés MoDem, puisque vous êtes député MoDem et membre de la majorité présidentielle? Est-ce que vous allez voter ou pas ce texte? Alors déjà, il faudra définir de quel texte on va parler à la fin du travail parlementaire, puisque à ce qui me concerne, et j'aime bien m'exprimer sur les dossiers auxquels j'ai eu le temps de travailler, nous commençons notre première réunion de travail de groupe parlementaire sur le texte. Lundi, nous avons un séminaire, lundi 4, toute la journée, pour travailler sur ce texte. Donc, quel sera le texte à la fin? Moi, je ne sais pas. Non, mais pour l'instant... J'ai des points d'observation. Là encore, je regarde toujours avec mon filtre de scientifique spécialiste en biologie de santé. J'ai un problème très clair sur l'AME, sur l'aide médicale d'État. Qui a été transformée en aide médicale d'urgence. Voilà, et pour laquelle je... Vous voulez retourner en arrière, vous? Moi, c'est le simple bon sens. D'abord, je vois mal mes collègues médecins, en vertu de leur serment d'Hippocrate, ne pas soigner quelqu'un qui est malade. Oui. Ensuite, il me semble que la Covid aurait dû nous servir de leçon, de bien faire comprendre que nous sommes tous interdépendants, mais cette fois-ci pas en France, mais à l'échelle du globe. Donc si vous laissez rentrer quelqu'un sur votre territoire qui est malade, vous ne le soignez pas, il ne peut qu'être transmetteur, contagieux. Et en plus, au bout du bout, si c'est le terrain économique, parce qu'en fait, la question économique, elle est epsilon. Il faut bien sûr faire attention au tourisme médical, ça contre lequel je m'insurge et je me battrai toujours. Mais contre quelqu'un qui arrive, qui est peu malade, qui va donc devenir très malade et qui finira inéluctablement aux urgences, qui n'ont déjà pas besoin de ça. Il sera de toute façon soigné. Il ça aura coûté 10 fois plus cher et avec tous les risques associés. Mais ne vous échappez pas, on va rester. Non, mais je m'échappe pas. Mais pour l'instant, non, j'insiste parce que ça fait partie effectivement d'une position que j'ai prise. J'ai même co-signé de mémoire. Aussi ont prise, effectivement. Pas tous d'ailleurs, mais j'ai co-signé une tribune là-dessus il n'y a pas très longtemps, oui. Alors les Républicains aussi, ils ont co-signé une tribune. Ils ont dit, les députés républicains, voilà, nous, on va la voter. Si et seulement si le texte qui a été voté au Sénat soit le même qu'à l'Assemblée nationale. Et la majorité présidentielle va se retrouver confrontée à un problème puisque Gérald Darmanin a promis que ce texte ne passerait pas par 49.3. Comment la majorité présidentielle aujourd'hui va faire pour adopter ce texte sur l'immigration sans passer par le 49.3 ? Là, on est parti sur un rallye qui va... Vous y croyez ou pas ? Être très... je pense qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est capable de beaucoup de choses. Moi, j'ai questionné hier encore le sénateur Burgois pour voir un peu comment ça s'était passé au Sénat et comment il avait perçu notre ministre. Bon, on a un ministre qui est un bon politique. Voilà. Donc, est-ce qu'on évitera le 49 ? Monsieur Darmanin ? Non, je n'aime pas particulièrement, mais non, c'est toujours le démocrate qui parle. C'est qu'à un moment donné, on a besoin de gens comme ça qui aillent ferrailler un petit peu sur le terrain de ces extrêmes. Comment on fait un consensus, là ? Il faut 40 voix à peu près, aujourd'hui, pour la majorité présidentielle pour faire adopter ce texte. Ces 40 voix, il faut aller les piocher chez les LR. Seul problème, c'est qu'il faut conforter la voix de la majorité. Et vous, au MoDem, vous dites, voilà, si l'aide médicale d'État est supprimée et qu'on en aide médicale d'urgence, on ne le votera pas. Comment on va faire ce grand écart, en même temps ? Est-ce qu'il est possible ? Là encore, cette discussion, moi, je prendrais un certain plaisir à voir effectivement des gens qui s'affichent ultra sécuritaires
anti-immigration ne pas voter ce texte. Déjà, il faudra qu'ils s'expliquent. Ce sera intéressant d'entendre leurs explications, parce qu'aujourd'hui, on est juste et vous le savez mieux que quiconque, dans une espèce de posture politico-politicienne que je récuse, parce que vraiment, les enjeux ne sont pas là. Donc, on verra bien à la fin. On est verra. parti, à pour mon avis... Vous n'avez pas de réponse? Non, ce que n'a pas obtenu pour l'instant le ministre de l'Intérieur, c'est ce qu'il souhaitait au départ, c'est ce qu'on appelle un temps limite partagé, TLP, c'est-à-dire faire en sorte que chaque groupe politique, au regard bien sûr de sa taille, ait un temps limite pour ce débat. Bon, il ne l'a pas obtenu, ça veut dire que, et je sais ce que ça va entraîner, ça veut dire qu'on est parti pour peut-être au moins 2 mois de discussion à l'Assemblée. Allez, on change de sujet, on parle des transports avec des réponses rapides, monsieur le député. D'abord, la gare Nîmes-Pont-du-Gard. Exactement, il y a quelques mois, on évoquait les difficultés, notamment avec l'absence de 3e voie. Vous nous avez assuré travailler sur le sujet. Où est-ce qu'on en est? Je ne peux pas dire grand-chose de plus. Non, je ne vais rien dire de plus. Effectivement, moi, je continue à réfléchir, je continue à essayer de compenser quand même une erreur de départ. Oui. Faire cette gare et ne pas anticiper son problème de liaison avec le Nîmes Centre, c'est déjà effectivement de l'inconséquence politique, me semble-t-il. Bon, aujourd'hui, le résultat est là. Cette gare, elle est là. Cette gare, elle fonctionne. Moi, je l'ai toujours cru indispensable, parce que je ne vois pas comment, à terme, si on parle de TGV, comment on va en Espagne en s'arrêtant toutes les gares. Donc, est-ce que vous êtes vraiment imprégné de ce sujet? Parce qu'on a l'impression qu'en lançant une réflexion, vous enterrez un peu le sujet. Non, j'enterre pas du tout le sujet. Non. J'attends. J'ai lancé ma petite mission avec des gens, je peux dire, des gens d'Ocvia, etc., qui réfléchissent, qui travaillent. J'ai eu quelques retours, mais c'est trop préliminaire, qui seront d'ailleurs peut-être étonnants. Si vraiment ça peut être ça la solution, ça sera vraiment très intéressant et très novateur. L'aéroport de Nîmes, un mot. Voilà, vous avez vu que il se remet à décoller grâce au développement de ces lignes commerciales. Le site devrait enregistrer 250 000 passagers en 2023. Finalement, Franck Proust, il a bien fait de continuer à développer le trafic passager. Alors, je pense qu'au-delà quand même, parce que notre fierté, parce que des fiertés dans le Gard, si j'ai le temps de les mentionner, j'en vois 5 ou 6 assez récentes en termes de développement économique, c'est quand même la sécurité civile. Enfin, au départ, aujourd'hui, à Paris, dans la tête de tout le monde, et même au niveau européen, nous avons la base de sécurité civile européenne, le hub européen. Aussi. Mais non, c'est un travail qui... c'est lui qui a lancé le sujet, quand même. La bonne idée, c'était de faire venir, effectivement, d'obtenir le déménagement de Marignane à l'origine. C'était ça le point de départ. Oui, mais après, il fallait quand même candidater auprès et la chance que nous avons aussi... C'est dur de dire que Franck Proust fait quelque chose de bien. Non, moi je m'entends très bien avec Franck, j'ai aucun souci avec ça. J'alerte simplement qu'il faudrait pas trop développer, effectivement, le transport aérien civil cette fois-ci, parce que ce qui fait l'atout force de Garon, c'est la disponibilité de la piste. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils ont été obligés de quitter Marignane à l'origine. Mais il le gère bien ou pas, cet aéroport, Franck Proust? Oui ou non? Moi, il fait le job. Coralie, je vous redonne la parole. Une question sur la prison dans quelques instants. Mais Nabil, votre question à notre invité. Moi, j'ai une question qui me turlupine vraiment. Ça tombe bien. Voilà. Allez-y. C'est concernant le fait que vous ayez dit pendant votre premier mandat, je ne ferai qu'un mandat, je ne ferai qu'un mandat. Vous n'êtes pas le seul comme ça. Il y a Amal Couvreur aussi qui disait à qui vous devez bien. Rapprochez-vous du micro, Nabil. Il y a Amal Couvreur qui est dans le même cas, qui disait à tout le monde, et même à ceux qui ne lui demandaient pas, qu'elle ferait qu'un mandat. Et finalement, pourquoi ne pas assumer le fait de vouloir faire un deuxième mandat et le fait d'avoir pris goût à ça? Alors, j'ai pas foncièrement pris goût à ça. Et très sincèrement, surtout quand on connaît la situation à l'Assemblée au jour d'aujourd'hui, il y a des jours, je me pose la question. Alors, pourquoi j'ai fini par pas me laisser tenter, mais me laisser convaincre? Ça n'a pas été facile, parce que j'avais vraiment décidé, je vis une vie professionnelle, en particulier par tranche. J'ai vécu des tranches de recherche, j'ai vécu des tranches universitaires, j'ai vécu des tranches développement économique. Aujourd'hui, je suis sur une tranche politique. Il y avait 2 enjeux. J'ai pas peur de le dire. C'est qu'a priori, on a fini par me dire, si tu n'y vas pas, eh bien... Ça dira. Non, ça c'était pas le problème. Non, vraiment pas, non. Non, ce serait grand chelem pour l'extrême droite, soyons clairs. Donc il fallait sauver quand même une position démocrate. Ça n'a pas été facile. Et on sait dans quelles conditions ça a été. Et puis, c'est très, très prétentieux, mais comme je suis... probablement très prétentieux, j'y vais. Je pense que je ne me trompe pas beaucoup si je dis que je suis le dernier scientifique de l'hémicycle, parmi les 577, et que je représente une communauté
qui est pour moi une communauté clé pour notre avenir collectif, aussi bien sur les enjeux climatiques que les enjeux énergétiques, que les enjeux de santé évidemment, et que donc je sais comment cette communauté me soutient. Je suis allé encore la voir pas plus tard qu'il y a une semaine jour pour jour à Montpellier. Je suis allé à leur rencontre et ils comptent beaucoup sur moi et vous m'enlèverez pas, je me bats. Je viens de prendre probablement l'un des plus gros rapports parlementaires de l'histoire dédiés à ce sujet-là. Et pour moi, c'est important parce que je pense que c'est, je le redis, notre avenir collectif. C'est-à-dire si on ne trouve pas de solution par la recherche, vraiment des innovations, comme on l'a dit, de rupture très fortes et assez rapidement dans les années qui viennent, je suis plus en question pour l'avenir. Eric, votre question à notre invité. Ben oui, moi je suis très content qu'il y ait un universitaire à l'Assemblée, il en faudrait davantage, quoi. Mais vous présentez non, bon, là, sûrement pas. Mais donc, moi, la peut-être question... pas au modem. Non plus. Allez-y, Eric. Mais la question, justement, Philippe Berta y est revenu, puis c'est un de ses chevaux de bataille depuis longtemps, donc par rapport aux extrêmes. Et c'est vrai que, donc, oui, il a un peu sauvé donc, la majorité présidentielle dans le Gard, de peu. Mais maintenant, on peut toujours imaginer qu'il y ait justement dans cette circonscription, que Philippe Berta ne soit pas au second tour, et qu'il y ait un candidat LFI, un candidat RN face à face. C'est pas non plus un scénario complètement délirant. Sachant, je veux dire, moi, des prises de position récentes de LFI qui m'ont personnellement choqué, qui sont maintenant, on peut qualifier ces prises de position par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre de révisionnistes. C'est pas juste des mots, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est encore plus grave. Voilà, quelle serait votre position donc face à un LFI, un RN? Est-ce que vous les renvoyez tous les deux dos à dos ou est-ce que vous faites une... J'ai une réponse très tranchée, je les renvoie totalement dos à dos parce que je n'arrive pas à les différencier sur le fond, parce que j'ai d'un côté, ils se sont affichés comme tels pour partie des antisémites, de l'autre des racistes qui sont aussi antisémites, quoi qu'ils le disent, et malheureusement l'histoire ne plaide pas pour eux. Moi je ne me sens plus du tout, malheureusement, député de la 6e circonscription du Gard. Aujourd'hui je me sens plutôt le député du Gard. Parce que ce que vous ne mesurez pas, c'est qu'un député LFI ou un député RN n'apporte rien au territoire, mais rigoureusement rien. Je sais sur quels sont les dossiers sur lesquels je travaille. Après, ils sont dans l'opposition. Ils sont dans l'opposition à l'Assemblée nationale. Oui, mais enfin... C'est pas évident non plus de faire monter les dossiers quand on est dans l'opposition. Non, c'est faux. C'est faux. Moi, je travaille et je vais encore travailler pour un dossier nîmois main dans la main avec un sénateur. Donc non, c'est faux. Au contraire, la démarche transpartisane, quand elle est effectivement composée de gens qui ont envie de faire, qui ont envie de changer les choses, elle est très très bien perçue. Je viens de faire passer une motion au ministère de la Santé, je fais signer par 80 parlementaires qui vont du Parti communiste aux Républicains. Allez, une toute dernière question pour clôturer cette interview. Sur la politique locale, j'imagine qu'on parle de celle-là. Hein. Exactement. On aimerait avoir votre regard, votre analyse, votre expertise sur Valérie Rouveran, la Nîmoise qui a été élue présidente du parti Renaissance dans le Gard. On l'a vu dernièrement à l'Élysée. Elle a également fait venir la secrétaire d'État à la jeunesse, Prisca Thévenot. Est-ce que c'est elle la candidate naturelle de la majorité présidentielle pour les municipales 2026 à Nîmes ? Alors moi, à travers Valérie Rouveran, je salue en tout cas quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui se bat, une vraie dynamique. Après, nous sommes en 2023. Enfin, 2024 bientôt. Bientôt 2024. Mais même si nous étions en 2024, je répondrais la même chose. Les souhaits des uns et des autres, moi ce que je dis, je l'ai déjà dit sur ce plateau, je crois, c'est qu'il va falloir en tout cas que les gens apprennent à travailler ensemble, apprennent à se parler et à proposer surtout des choses ensemble. Elle devrait travailler avec qui ? Elle doit travailler avec tous les démocrates, quels qu'ils soient. C'est-à-dire la droite Bien sûr. Le Parti socialiste, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, la situation l'exige, la situation internationale, nationale et locale. Là, on parle de la politique locale, de la candidature. Oui, bien, localement, c'est pareil. Il faudrait une unité de tous les démocrates pour la prochaine municipale à Nîmes. Mais c'est une évidence. Parce que vous pensez que les clivages nationaux se répercutent au niveau local, vous ? Oui, toujours. Mais de toute façon, après discuter des investitures, on ne va pas refaire le sketch à chaque fois. Dans des villes de plus de 100 000 habitants comme les nôtres, de toute façon, vous êtes dans des équilibres politiques nationaux et les décisions se prendront à l'échelle nationale. Merci beaucoup, député Philippe Berta, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Coralie. Merci.